Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Au centre de notre galaxie se trouve un trou noir supermassif, Sagittarius à étoiles. Avec ses 4 millions de masses solaires, c'est l'objet le plus massif de toute la Voie lactée. Il est la source d'un puits gravitationnel intense qui accélère tous les objets qui l'approchent d'un peu trop près. Il existe ainsi une série d'étoiles qui gravitent à grande proximité de Sagittarius à étoiles. On les appelle les étoiles S. Leurs orbites sont généralement elliptiques et lorsqu'elles passent au plus près du géant cosmique, il n'est pas rare qu'elles grimpent à quelques pourcents de la vitesse de la lumière. Ces étoiles représentent un test grandeur nature de la relativité générale et sont donc particulièrement surveillées. Elles présentent en fait un intérêt double. Il est difficile pour une étoile de se former à grande proximité d'un trou noir. Les conditions sont trop extrêmes. Aussi, certaines d'entre elles sont suspectées d'avoir été capturées par le géant. Elles pourraient ainsi venir d'autres galaxies. C'est le cas de S06, qui a été étudié en détail par une équipe japonaise. À l'aide d'un instrument infrarouge installé sur le télescope Subaru, ils ont pu déterminer sa composition chimique. Celle-ci apparaît assez différente de celle des autres étoiles de la Voie lactée. S06 est pauvre en métaux, c'est-à-dire en éléments plus lourds que l'hélium. Cela en ferait une étoile assez âgée. Elle aurait environ 10 milliards d'années et serait donc 2 fois plus vieille que le Soleil. C'est d'ailleurs une géante rouge et c'est justement le stade que devrait traverser notre étoile lorsqu'elle aura le même âge que S06. L'équipe japonaise aurait plutôt tendance à rapporter cette empreinte chimique aux étoiles qu'on trouve dans les galaxies naines qui gravitent autour de la Voie lactée. Ils font donc l'hypothèse qu'elle pourrait être le reliquat d'un événement de cannibalisation, au cours duquel la Voie lactée aurait absorbé une de ces galaxies naines satellites. Ces événements semblent relativement fréquents dans la vie d'une grande galaxie. Les chercheurs qui ont étudié l'étoile pendant 8 ans pensent d'ailleurs qu'elle n'a probablement pas fait le voyage seule. Les étoiles S pourraient ainsi en grande partie être des étoiles intergalactiques qui se seraient formées à plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière de notre galaxie, au bas mot. Suite à un événement de fusion, elles se seraient progressivement rapprochées du centre de la Voie lactée pour aujourd'hui occuper des orbites extrêmement proches de Sagittarius à étoiles. Si une civilisation dans notre galaxie est capable de voyager jusqu'à elle, elle peut ainsi prétendre à une sorte de voyage intergalactique par procuration. Les étoiles S ne sont d'ailleurs probablement pas les seules étoiles intergalactiques qu'on trouve dans la Voie lactée. Il y a quelques années, Gaïa a aidé à identifier un groupe d'une vingtaine d'étoiles hyper véloces. Elles voyagent si vite qu'elles s'échapperont à terme de notre galaxie. Elles n'en viennent d'ailleurs probablement pas. Ce sont un peu les équivalents galactiques des objets interstellaires. Les galaxies de l'univers peuvent catapulter des étoiles dans l'espace intergalactique suite à des événements gravitationnels extrêmes qu'on doit une fois encore au trou noir supermassif. L'espace intergalactique contient ainsi probablement de nombreuses étoiles solitaires qui n'ont aucun voisin à des milliers d'années-lumière à la ronde. S'il y a des habitants sur une planète de l'une d'entre elles, le voyage interstellaire doit leur paraître une aventure bien complexe. Ces dernières années, on a pas mal parlé de l'entreprise chinoise Landspace. Il faut dire que celle-ci impressionne. Après avoir développé et abandonné un micro-lanceur typique du New Space, elle a conçu et fabriqué en quelques années une fusée bien plus ambitieuse, la Juche 2. Entièrement motorisée au méthane, elle est pour le moment l'unique fusée utilisant ce gaz à avoir atteint l'orbite. La semaine dernière, elle a même renouvelé l'exploit. Landspace vient ainsi de communiquer sur sa seconde mission réussie. Elle a eu lieu le 8 décembre depuis le centre spatial de Jiuquan, dans le désert de Gobi. Elle a permis de placer 3 satellites en orbite basse appartenant à différents clients. Landspace affiche des ambitions démesurées pour la suite. L'entreprise veut notamment continuer à améliorer son lanceur façon SpaceX. Le prochain tir devrait ainsi exploiter un nouveau second étage plus performant. La cadence de lancement devrait également lentement s'améliorer. Landspace espère tirer 3 Juche 2 l'année prochaine, puis 6 en 2025 et 12 en 2026.
Après ça, il sera temps de faire voler la Juche 3 qui s'annonce comme une Falcon 9 au méthane. On vous en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Mais ce n'est pas tout, Landspace semble également vouloir mettre au point son propre Starship. Suite au lancement réussi de la semaine dernière, l'entreprise a annoncé qu'elle avait commencé à travailler sur un moteur d'une poussée de 200 tonnes, doté d'un cycle de combustion étagé full flow. Une sorte de Raptor donc. Il devrait être mature autour de 2028 et servirait à équiper une fusée réutilisable de 10 mètres de diamètre. On dirait donc que Landspace veut faire une Longue Marche 9 avant la Longue Marche 9. Peut-être un moyen de se faire bien voir par les autorités du pays, et ainsi de se faire intégrer dans le programme ILRS. Avec 2 lancements réussis de la Juche 2, Landspace marque certainement des points et pourrait à terme devenir un poids lourd du spatial mondial. Pour pouvoir rivaliser avec un SpaceX, il faudra cependant collaborer étroitement avec la CNSA, l'agence spatiale chinoise. Pour le moment, cette dernière n'a toujours pas offert de gros contrats au New Space du pays, ce qui pourrait entraver la marche forcée de Landspace et de ses concurrents. Parmi ceux-ci, il faut d'ailleurs noter le lancement également réussi mené par Galactic Energy le 4 décembre. C'est déjà le 10e lancement réussi pour l'entreprise. Ces fusées, à propulsion solide, sont peut-être moins impressionnantes que celles de Landspace. Mais Galactic Energy souhaite également se diriger à moyen terme vers un lanceur à ergol liquide réutilisable. Des visions aussi ambitieuses et des développements aussi rapides ont de quoi faire rêver en Europe. Le New Space du continent bouge plus doucement que ses équivalents américains et chinois, mais cela n'empêche pas l'ESA de faire les mêmes réflexions. L'Agence spatiale européenne semble ainsi elle aussi vouloir son Raptor. Le 5 décembre, elle a publié un document décrivant le développement d'un moteur à très forte poussée. On parle ici de 250 tonnes. Ce serait donc dans la même famille que le moteur de Super Heavy, de la Longue Marche 9 ou du projet de Landspace dont on vient de discuter. L'Europe risque d'avancer très doucement sur un projet de cette envergure. Il y a déjà de nombreux développements de moteurs à mener avec le Vulcain 2.1 et Prometheus. Un Raptor européen ne verra donc probablement pas le jour avant quelques années, probablement pas cette décennie. L'ESA ne discute d'ailleurs pour le moment pas d'un lanceur associé. Un tel moteur serait probablement intégré dans un lanceur super lourd façon Starship. Peut-être de quoi projeter de manière autonome une présence européenne jusqu'à la Lune et au-delà. Avoir des ambitions ne fait cependant pas tout. Développer un lanceur lourd est un projet extrêmement ardu, et cette fois-ci, c'est ULA qui nous en fait la démonstration. Leur nouvelle fusée Vulcan, équipée de moteurs au méthane BE4 de Blue Origin, devait décoller la veille de Noël, dans un peu moins de 2 semaines. Il faudra finalement patienter jusqu'en 2024. La fusée va bien, mais ce sont les systèmes associés au sol qui semblent poser problème. Il faut en effet se rappeler qu'une fusée ne décolle pas seule. Elle a besoin d'énormes infrastructures, des bâtiments d'assemblage, de contrôle, un pas de tir, des installations de suivi, etc. Avec un peu de chance, le décalage sera très faible. Tori Bruno, le PDG d'ULA, évoque ainsi une nouvelle fenêtre le 8 janvier. Cette mission doit lancer l'atterrisseur lunaire Peregrine, la première mission du programme CLPS. C'est donc une date qui revêt une double importance. Peregrine devra prouver que l'écosystème privé américain est capable de se poser sur la Lune pour y apporter de petites charges utiles. Des missions de ce type devraient ensuite rapidement s'enchaîner pour préparer les missions Artemis. Aller sur la Lune reste encore aujourd'hui un exploit. Bien peu de nations y sont parvenues. Il est d'ailleurs encore plus difficile de revenir de la Lune. C'est ce qui rend la dernière manœuvre de la mission indienne Chandrayaan-3 si impressionnante. Chandrayaan-3 a mené au cours de l'été une mission sans faute à la surface de notre satellite. Elle y a déposé un atterrisseur et un rover au niveau du pôle sud. Ils ont pu explorer cette région de notre satellite pendant 2 semaines. L'Inde aurait pu en rester là, mais elle a décidé de ramener les tâches de propulsion de la mission en orbite terrestre. L'annonce, faite le 4 décembre, a été une surprise, mais elle colle plutôt bien aux ambitions affichées par le pays. Faire le voyage entre l'orbite lunaire et l'orbite terrestre est une étape nécessaire pour un retour d'échantillon, voire une mission habitée. En faisant cette manœuvre, l'Inde ajoute une nouvelle corde à son arc. Elle maîtrise maintenant le voyage jusqu'à la surface de la Lune et le retour entre les orbites des 2 astres. Il lui manque donc le trajet surface lunaire-orbite lunaire et orbite terrestre-surface terrestre pour avoir une maîtrise complète des technologies de retour d'échantillons.
Ces briques devraient doucement être débloquées, notamment la seconde via le vaisseau Gaganyaan, actuellement en développement. L'Inde est ainsi en bonne voie pour devenir une puissance spatiale majeure. On a détaillé ce sujet dans l'épisode de DNDE Live qui a été diffusé sur YouTube jeudi dernier. Si cela vous intéresse, la rediffusion est disponible dans l'onglet En direct de la chaîne. Une autre émission aura lieu ce jeudi et je vous invite donc à venir y participer pour y venir poser vos questions à Maxime. Nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Vous pouvez partager vos questions et vos remarques dans les commentaires. On répondra à certaines de vos interrogations dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Je vous invite également à consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. On se revoit dans 2 jours pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.